Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez Caride. On est très heureux d'accueillir ce soir Ryoko Sekiguchi. Je vais essayer de faire que ma voix ne sombre pas, parce que j'ai un peu attrapé froid. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà Ryoko, qui a un parcours magnifique, qui est écrivain, poète, traductrice, qui est passionnée de cuisine et de littérature, qui vit en France, qui écrit en français autour de ses passions, donc la littérature, le va-et-vient entre les cultures françaises et japonaises et les langues françaises et japonaises et la cuisine. Donc on est particulièrement heureuse de l'accueillir ce soir pour la parution de La Voix sombre, donc, qui est parue en novembre 2015 chez POL. Je vais commencer par en parler un petit peu et puis on parlera aussi des livres précédents parce qu'on aime bien évoquer et on est heureux d'accueillir Ryoko ce soir et d'évoquer son parcours. Donc La Voix sombre, c'est un livre déjà qui marque par son titre, qui est un titre très émouvant, donc qui est paru en novembre. C'est à la fois un essai, une réflexion, une méditation sur la voix et en particulier sur la voix des personnes disparues. Alors c'est un livre qui est écrit sous forme de chronique, une suite de pensées. Et le thème central, donc, c'est la voix et l'effacement, la perte. Donc dans ce livre, vous vous adressez au lecteur et en même temps on a l'impression que vous vous adressez aussi à vous-même, avec des notes, des pensées, pour constater justement l'importance de la voix et en particulier l'importance de conserver la voix des disparus. Donc vous appelez dès le début en fait à conserver des enregistrements des êtres qui nous sont chers, pour échapper à la disparition de leurs traces. Donc en même temps, vous parlez de ça, de ce que la voix peut engendrer comme trouble, comme si cette voix qui reste était le fantôme qui reste présent et intact d'un être qui a disparu, et en remarquant que la voix est extrêmement singulière, puisque les autres traces physiques disparaissent, s'usent, l'odeur en particulier, l'odeur s'évapore. Et la voix enregistrée, elle est immatérielle, mais pourtant elle est extrêmement palpable et elle reste intacte. Donc c'est un livre dans lequel il y a des pensées très personnelles, très intimes. Vous parlez notamment de la disparition de votre grand-père. Et puis il y a des choses qui sont plus vastes, plus publiques. Notamment, vous rendez un hommage à la radio et aux voix radiophoniques, mais en même temps, ça touche aussi notre intimité, comme si ces voix-là, même les voix publiques, elles peuvent venir se graver dans notre intimité, parfois même à notre insu. Il y a aussi un aspect intéressant sur la distance, l'exil, et la façon dont la disparition vécue de loin peut être vécue différemment, notamment quand elle est annoncée par une autre voix par téléphone. Et vous dites une phrase, une voix peut faire revivre un être, une autre le faire mourir. Donc c'est une chronique intime, profonde, dépouillée, essentielle, sur la perte, la mort, et puis sur ces souvenirs qu'il faudrait archiver pour garder intacts. Donc j'avais envie en fait de vous, pour commencer à en parler, de vous demander d'où venait votre attirance pour la voix et quelle avait été la genèse de ce livre. Alors, en fait, l'intérêt pour la voix, il est multiple. Parce que d'abord, je suis assez mélomane, mais surtout de la vocale. Et donc la voix, parce que quand on parle de la voix, bien sûr, il y a la voix de quelqu'un qui parle, mais la voix de quelqu'un qui chante. Cette voix-là, je n'évoque pas du tout, dans ce livre-là, mais c'est vrai qu'il y a ça. Et donc, c'était quelque chose qui me hantait, depuis ma jeunesse, où j'allais, très très souvent au concert, j'apprenais moi-même donc les chants avec une chanteuse, etc. Mais après, il y a des gens en fait qui me disent, alors vous avez fait ce livre parce que vous êtes poète, et que bon, pour les poètes, la voix, vous savez, etc. Non. Parce que justement, quand j'ai commencé à écrire la poésie, moi je voulais plutôt lutter contre ce genre de mythe de la sonorité, de l'oralité. Je ne sais pas ce qu'on est en France, mais en tout cas au Japon, cette mythologie-là restait
bien ancré chez les poètes et qui faisait que moi je disais non. Et c'est aussi pour ça que, pour ceux qui connaissent ce que j'ai fait en fait dans la poésie, il y a un côté très visuel, c'était pas pour appuyer sur le côté visuel, mais plutôt sur le côté, disons, muet. C'était une sorte de combat pour moi au début. Et puis après, je pense que cet intérêt pour la voix qui n'était pas littéraire au début, l'est devenu petit à petit. Je pense qu'à partir du moment où je commence à apprendre le français et surtout à écrire en français. Parce que c'est vrai que c'est très bête de dire, mais c'est étrange qu'un objet qui se prononce tout simplement différemment fait qu'on ne se comprenne pas. c'est étrange. Et puis, à partir du moment où je commençais à publier mes livres, disons que j'étais plus française dans mes écrits qu'à la réalité, en fait. C'est étrange de dire, parce qu'à l'oralité, justement, on est toujours rattrapé par, vous m'entendez, donc mon accent japonais qui fait que je suis toujours, et je resterai toujours, japonaise quand je parle. Je fais plein de fautes quand je parle. Alors que quand j'écris, je reviens toujours à mon écriture. En fait, je cherche presque tous les mots, même que je connais, je mets 5 ou plus de fois, qui fait que mon écriture est très artificielle. Je fais une sorte d'androïde français. Avec mes... Et donc c'est à ce moment-là que la question de la voix, vous voyez, donc qui fait corps, mais qui fait aussi qui m'enferme dans ma japonité aussi. Donc c'est et entrer parmi les questions comme ça littéraires qui trottent dans la tête. Après, cette histoire de la voix et le rapport avec les fantômes, j'ai découvert la culture radiophonique, la vraie, en venant en France. Parce que, bon, bien sûr, il y a la radio au Japon. On a, n'est-ce pas, grandi avec les radios, écoutant la nuit, 12h du matin, comme ça, en se couvrant du bouton pour que nos parents ne nous entendent pas. Mais je pense que la différence... et surtout la particularité de la... je ne sais pas ce qu'il y en est de la radio des autres pays européens, mais qu'il y a beaucoup... en tout cas, moi je laisse toujours France Culture ouverte et qu'il y a beaucoup d'archives sonores. Et qu'on passe beaucoup justement de voix des gens qui ne sont plus de son... Et c'est à ce moment-là que je pense que quand j'étais au Japon, à la radio, j'entendais toujours la voix des gens qui étaient vivants. Alors que là, ici, non. Et c'est comme ça que j'ai découvert la voix des auteurs que je connaissais, que je lisais, mais qui n'étaient plus là. Et donc, il y a cette question qui est apparue avec la radio française. Et puis, mais je pense que, par exemple, dans mon livre, je dis que la voix est toujours concrète et la voix est quelque chose qui est toujours en présent. Parce que, donc, vous qui m'entendez, pour que vous m'entendiez, il faut que votre
tympan reçoivent ma voix, enfin la vibration, les ondes, et que ça vibre. En fait, donc ma voix vous touche. Et ça, c'était une idée qui me hantait depuis des années. Et j'avais toujours ce projet d'en faire un livre. J'ai lu beaucoup de livres. Et puis au début, je pensais faire plutôt une sorte d'histoire de la voix avec des choses plutôt, enfin aussi écrits, littéraires, ou bien des archives sonores, quelque chose plus, enfin moins intime, moins intimiste. Mais je pense qu'il fallait qu'il y ait quand même une expérience, disons, vécue, pour que... Parce que c'est quand même... C'est un livre de deuil aussi, donc tout se concentre, toutes ces problématiques se convergent pour en faire un livre. Et là-dessus, je pense que pour moi, c'est un livre comme Ce n'est pas un hasard, qui était né à partir aussi d'une expérience qui vient de l'extérieur, que je ne m'attendais pas et que je ne voulais pas que ça se produise, mais que bon, ça s'est produit, donc ce qui devait arriver arriva, donc il faut que je fasse aussi de mon côté l'archive de quelque chose. Peut-être en entendre un premier extrait. La voix trouble la temporalité. La voix trouble la temporalité parce qu'elle est condamnée à rester au présent pour toujours. La voix réelle, bien sûr, mais aussi la voix enregistrée qui, chaque fois qu'elle surgit, se produit inévitablement au présent. Il ne saurait en être autrement. Nous qui vivons au présent, nous ne pouvons pas réitérer le présent qui n'est plus, contrairement à la voix enregistrée. Ou plutôt, nous ne pouvons pas posséder ce présent qui nous est à chaque instant dérobé. Nous écoutons alors cette voix qui vit dans une autre temporalité. Dans le même monde, deux temporalités se croisent et nous sommes nous-mêmes, à notre tour, troublés. Cette voix existe-t-elle comme la trace d'une personne, la preuve de son existence, ramenée au présent à jamais ? Oui, comme toutes les traces d'une personne. Bien sûr, la voix n'est pas la personne qui, elle, ne reviendra plus. Mais la voix n'est pas non plus une partie de la personne dont on ramasserait des miettes de présent. Elle est l'incarnation du présent de la personne. Ce n'est pas la personne en tant que telle, c'est le présent de cette personne, le présent de la personne qui fut jadis présente et qui demeure dans la forme d'une voix. J'avais envie de vous poser une question sur la forme, la manière dont c'est écrit, puisque c'est des pensées comme ça, et on a l'impression que vous allez explorer toutes les faces d'une idée, tourner autour, revenir. Donc je voulais vous demander pourquoi vous aviez choisi cette forme, et puis aussi à un moment vous dites, on a l'impression que vous interdisez les belles phrases, que c'est vraiment très direct, très voilà, une sorte d'exploration d'idées sous tous ces angles. Je pense que sur le style, c'est aussi pour ça que ce livre, je le mets dans le même, disons, rayon que Ce n'est pas un hasard, parce que la nature de l'événement fait qu'il faut être surtout très vigilante à ce que le style ne devienne pas une boîte à accueillir le pathos. Et ça fait... Bon, bien sûr, il y a une sorte de maladresse dedans, parce que déjà, je fais un texte en français qui est un peu artificiel, et en plus, bon, donc, en fait, je dois avouer que je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de produire quand je fais un style, enfin, quand je décide de, disons, l'orientation d'un texte vient du genre de style. Je ne sais pas l'effet que ça produit en français. C'est étrange de dire ça, mais je pense que s'il y a une chose
qui est sûr, c'est que par exemple, moi, quand j'ai commencé à être, à être publiée, disons, façon professionnelle en tant que poète, c'était assez tôt. Donc j'avais 17 ans. Et je me disais, bon, je ne sais pas si j'ai un talent ou non, mais je pense que si j'ai un talent pour quelque chose, c'est que je sais au moment où il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, c'est-à-dire qu'un texte, il faut plus toucher. Donc c'est fini, bon, on ne touche plus. Maintenant, la seule chose que je peux dire, justement, je ne sais pas si j'ai le talent ou non, enfin, et puis bon, la question du talent c'est autre chose, mais la seule chose dont je sais, que je sais, c'est que je sais justement les thèmes que je voudrais explorer, par exemple, le style. C'est étrange de dire ça, mais je sais jusqu'à quand je dois attendre. Donc justement, ce thème de la voix, je savais qu'il y avait des matières, je lisais plein de livres, mais je savais qu'il fallait attendre. Mais en fait, quand on avance dans le métier d'écrivain, comme dans le métier des artisans, dans n'importe quel métier, on sait bien sûr commencer à écrire. On sait finir un livre aussi. Mais il faut savoir que c'est pas ça. Enfin, il faut savoir que c'est pas ça. Excuse-moi, je sais que je suis en train de répondre autrement, tout à fait autrement à votre question, parce que je pensais à quelque chose, parce que je préparais aussi un autre livre et que j'ai fini, en fait, sur le goût fade, en fait, qui aussi, c'était quelque chose qui m'a hanté depuis des années, et ça m'a mis du temps. Et ça... Alors, c'était pareil. J'avais des matériaux et je savais ce que je pouvais en faire. Mais j'avais la seule capacité que j'ai, je pense, de vrai, que ce n'était pas le moment. Et là, cette fois-ci, je pense que je suis assez contente. Je pouvais mener quelque chose jusqu'au bout. Et je pense que, voilà, donc si je reviens à cette histoire de je ne sais pas si on peut dire chronique ou bien des fragments, c'est comme une sorte de photo qu'on prend après un incident. Il y a eu un meurtre, on arrive, on prend les photos de tous les angles pour qu'il n'y ait pas de manque. Je pense que... Et puis aussi, c'est aussi pour ça qu'il faut que ça soit comme ça tranchant. Parce qu'il n'y a pas moyen de... Enfin, qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'être non plus. Vous disiez que vous ne saviez pas quel était l'effet que ça produisait. Mais justement, il y a une chose que j'ai trouvée remarquable, c'est les pensées qui sont très personnelles, intimes. Et puis lorsque vous parlez de l'exil, la distance avec le Japon, et puis de la disparition de votre grand-père, ça suscite en miroir, je trouve, des pensées aussi intimes chez le lecteur, et puis sur sa propre expérience de la voix. Et ça, c'est une des choses qui est très forte dans le livre, je trouve. C'était étrange, parce que c'est vrai que je m'interdisais pendant longtemps, en tout cas quand je faisais de la poésie, d'abord d'écrire quelque chose qui pouvait évoquer chez le lecteur que ça vient de moi. Enfin, je voulais que ça venait des mots, mais pas de moi. C'est étrange de dire ça, mais... Et petit à petit, je pense que depuis que j'ai commencé à écrire la prose,
j'ai appris à me réconcilier, disons, ce côté, à mélanger ces deux territoires. Et je pense que pour ce livre, c'est vrai que j'osais faire ça. Et ce livre, je pensais que ça resterait un livre très, disons, très discret, très... Voilà. Et curieusement, j'ai eu pas mal d'échos des lecteurs et qui me confiaient presque... chacun venait pour me parler de ses propres expériences. Et c'était étrange. Enfin, c'était étrange. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup touchée, mais c'était la première fois pour moi. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit ce livre, c'est pour moi. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on fait dire que ce livre nous appartient? Enfin, vous voyez, et puis aussi, à ce moment-là, je pouvais, enfin, en écoutant l'histoire de ces personnes, je pouvais sincèrement dire que j'ai écrit le livre pour vous, mais en même temps, enfin, bien sûr, je les connais. C'est pas. Et puis, bon, cette histoire, ce genre d'anecdote pouvait passer pour quelque chose justement de très. de mièvrerie, mais ça me fait vraiment réfléchir ce genre d'appartenance d'un livre. Comment ça se fait qu'on peut penser que ce texte a été adressé, donc justement c'est aussi la question d'adresse. Et chaque fois qu'un thème vient de l'extérieur, on apprend plein de choses. Parce qu'il y a des choses que je fais tout en montant moi-même le sujet. Par exemple, l'astringence. L'astringence, c'était... Je ne dis pas que c'est mon thème à moi, c'est que c'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est pas un événement extérieur qui m'a fait écrire ce livre-là. Et que, voilà, il n'y a pas de question comme ça de pathos ou bien d'appartenance. Mais que parfois, quand quelque chose vient aiguiser, oui, me dicter quelque chose et qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse jusqu'au bout, il y a... Justement, comme ça vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui est connecté de cet extérieur à quelqu'un d'autre, peut-être qui leur fait dire que ça leur appartient. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est quelque chose qui voilà. Peut-être entendre un deuxième extrait. En définitive, dans nos sociétés, on est peu soucieux de conserver les traces directes du corps, odeur, cheveux ou écriture, ni les objets fabriqués, tricotés, brodés, façonnés par la personne, et encore moins la peau, le corps lui-même en forme de momie. Reste ce qui est sans corps, photographie et vidéo. Il fut un temps où l'on s'échangeait des mèches de cheveux en gage d'amitié. Conserver une partie du corps d'un ami n'avait rien d'anormal, cette pratique a perduré jusqu'au XXe siècle. Mais aujourd'hui, on s'est retiré du territoire du corps pour entrer dans une zone sans odeur ni toucher, car les cheveux appellent le toucher. La voix est la seule partie du corps que l'on ne puisse pas enterrer. On peut enterrer les cordes vocales, pas la voix, les ondes enregistrées. Les photos sont des traces, mais la voix est bien une extension du corps. De la peau et des cheveux, on peut dire qu'ils sont plus proches du corps, plus concrets. On peut dire qu'ils sont le corps même. Il n'empêche, ils parlent moins de la personne que le corps. La voix, elle, peut parler des deux. J'ai envie de vous poser une question sur la présence physique de la voix, cette dimension physique. Et j'ai trouvé dans La vie matérielle de Marguerite Duras, elle dit la voix c'est plus que la présence du corps. Et je voulais vous demander comment vous aviez fait, comment vous étiez arrivé à cette constatation que la voix, paradoxalement, elle est physique et elle agit comme le toucher. Mais justement, aujourd'hui, donc je viens d'avoir
l'article de Alain Nicolas qui donc parle de ce livre et puis enfin j'ai oublié la phrase exacte mais sur ce constat que les gens justement savaient mais qu'ils voulaient aussi en même temps nier et que voulaient admettre mais que voilà donc il y a ce genre de c'est vrai de paradoxe et que je pense que je ne dis pas quelque chose de nouveau. Je pense que je dis quelque chose que les gens, je pense que savaient déjà et que c'est une sorte d'évidence et que c'est seulement que qu'en lisant peut-être la phrase, il y a ce constat-là qui est en face de vous et qu'on est obligé de dire bah oui c'est vrai. Mais que donc justement c'est votre question, je peux la poser à tout le monde, n'est-ce pas? Vous parlez aussi de l'usure des souvenirs, le fait que l'odeur, par exemple, s'en part de la voix, et que la voix enregistrée, elle reste, et de la peur aussi que les gens peuvent avoir d'user un souvenir. Par exemple, en écoutant trop un enregistrement, qu'ils perdent de sa force. Alors ça m'a fait penser à un autre livre japonais qui est L'Annulaire, donc de Yoko Ogawa. Ah oui, oui. Où donc quand on parle de lui, ouais. Je viens de parler de ton livre. Oui, donc je disais, ça m'a fait penser à L'Annulaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre où il y a une jeune femme qui est employée dans une fabrique de soda. Et en fait, elle arrête de travailler dans cette usine après avoir perdu un morceau de son doigt dans un accident à la chaîne. Et elle part suite à cet accident et elle va travailler elle va trouver un emploi dans un laboratoire très particulier où elle aide à la fabrication de spécimens. Et en fait, ces spécimens, c'est des souvenirs sous forme d'objets que les gens veulent faire conserver. Pour pouvoir ne pas les user en quelque sorte et puis aussi s'en détacher. Et en fait la question qui me venait par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a une différence dans le rapport aux souvenirs et aux disparus dans la culture japonaise et dans la culture française et dans le rapport à la voix? Ah tout ça sort. Non, le rapport que qu'ont les vivants avec les morts, oui, ça, oui. Et parce que c'est vrai que bon, je vais pas évoquer tous ces coutumes et traditions, etc. Mais il faut mais il faut quand même qu'on admette si je parle aussi assez souvent quand même des morts, ou bien la relation donc entre les vivants et les morts, il y a cette tradition, en tout cas pour moi avant tout littéraire, du Japon. C'est vrai, c'est que il n'y a pas de la littérature sans les morts. Enfin, et que les personnages, en tout cas les personnages, il faut qu'il y ait à la fois les vivants et à la fois les morts. Enfin, non pas de chaque livre, mais quand même. Il y a cette cohabitation et que les morts ne sont pas exclus. Et qu'il y a aussi dans en tout cas ce mémoire après donc très éphémère comme la voix, comme l'odeur, il peut y avoir aussi le travail, je ne sais pas si j'ose dire presque politique, mais que en tout cas je pense que quand je parle de goût, c'est aussi, le goût, le mémoire de goût, c'est aussi très éphémère. Et que ce n'est pas parce que vous avez la recette de votre grand-mère que vous pouvez refaire ce plat exactement pareil, parce que vous n'avez pas les mains de votre grand-mère, donc c'est la recette, c'est la trace des mains, c'est aussi très éphémère. Et par exemple, en ce moment, par exemple, le goût
de Fukushima, que tous les produits qui existaient, qu'on ne peut plus manger, ben, il n'y a pas d'archive. On ne peut pas faire l'archive comme les textes, comme les visuels. Enfin, et c'est aussi pour ça que la question, par exemple, de goût qu'on perd après un conflit, par exemple en Syrie, bien en Cambodge, et que voilà, ça me travaille. Et aussi, je pense que la voix m'intéresse aussi parce qu'elle est éphémère en tant qu'archive, mais en même temps qu'elle peut, enfin, une fois que ça existe, elle peut être très très forte. Donc il y a ce contraste-là qui est frappant. Vous disiez qu'au début vous aviez un autre projet en fait sur la voix, que vous vouliez faire plutôt un essai Oui. Et vous aviez envie d'évoquer un certain nombre de livres Ah oui, en fait c'est parce que bon, bien sûr, quand on finit un livre, on n'a plus rien à dire. Et chaque fois, on a peur de devoir, par exemple, être à la radio, bien à la rencontre, à moins de dire, bon, on va lire le livre, ce qui est très banal. Mais après, bon, il y a des livres sur lesquels on peut dire des choses. Par exemple, pour ce Club des Gourmets, bon, qui est l'anthologie des nouvelles de la littérature japonaise, il y a des choses, enfin on peut parler de travail dans la coulisse, il y a des moyens de dire, mais là pour ce livre-là vraiment, et puis aussi même par exemple après ce n'est pas un hasard, bien sûr il y a des choses que je ne pouvais pas écrire, mais auxquelles j'ai pensé, mais qu'il y a d'autres petits épisodes, mais vraiment pour la voix sombre qu'il y avait vraiment j'ai tout épuisé et voilà, donc j'ai apporté j'ai lu beaucoup de livres. Finalement il m'en restait que 2 livres que j'ai cités dans le livre, mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus importants que l'autre, mais que les autres, mais juste parce que ça entrait dans la case, et ça c'était les 2. Voilà, donc bon, d'abord c'était celui de Arlette Fage, et c'est pour une histoire de voix. Et puis, donc, le royaume de l'au-delà. Donc c'est celui-ci, donc c'est un texte de Edison qui essayait d'inventer une machine à recueillir la voix des morts. Donc mais c'est vrai que enfin, on rigole, mais c'est émouvant. Mais on a envie de ça, quoi. S'il y a une machine comme ça, je l'achète tout de suite. Non, mais bon, on peut imaginer une sorte de, vous savez, une sorte de boutique, enfin, même si on n'achète pas, par exemple, une boutique comme ça, petite, et qu'on prend rendez-vous, et puis qu'on arrive, et puis on demande, comme un jukebox. Et puis moi je voudrais la voix de tel. Et puis je loue le cabinet pendant 1 heure, et puis après, si seulement il a inventé ça, mais moi je en veux, quoi. Donc il était nul, ce type. Et après, bon, pour ce livre, je voudrais bien lire juste un passage. L'histoire est celle d'un deuil et de la perte. Manquant les voix pour toujours, mais non leur recherche qui, même si elle reste sans réponse, témoigne d'une présence active et entêtante, obstinée, charmeuse ou déplorée. Tout en un sens, il s'est enfui sous le temps. Mais il est là. À les débusquer comme se débusque un absent. L'intelligence s'aiguise afin de faire récit de paroles ailées qui, elles aussi, ont construit aujourd'hui, même si de ces frémissements, on ne veut rien savoir ou plus.
voilà. Enfin, et après, il parle pour vivre. J'écris sur ses voix et ses paroles du XVIIIe siècle que je sais destinées à être autrement entendues qu'elles ne parlent. J'écris parce que les voix sont exigeantes. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, comme hier, pauvreté et misère laissent l'historien sans voix. Il n'est pas question non plus d'accepter que ces voix du peuple, dites défigurées, deviennent sans voix. C'est un livre magnifique. Et tout un autre registre. Ce n'est pas sur la voix, je l'ai lu en japonais, c'est le livre de Oliver Sacks, qui vient de partir, et qui s'appelle Musicophilie, et donc qui raconte les cas de ceux qui, en fait, suite à des accidents ou bien des maladies, ont eu un étrange rapport avec la musique, donc qui, tout d'un coup, par exemple, ne peut pas se passer de la musique, bien qu'il y a, il y a une musique qui trotte, bien. Mais c'est aussi, ce n'est pas seulement la série d'épisodes drôles, mais très émouvants aussi, parce que ça raconte comment on peut être guéri, non pas, vous savez, la guérison par la musique, mais que la musique est vraiment ancrée dans le corps de chacun d'entre nous. Et que c'est vrai que quand on veut se remémorer de quelque chose, quand on était étudiant, c'est vrai que avant les examens, on a essayé de mettre les dates, des choses dans la tête, et qu'il nous fallait un rythme pour ça. Et donc, qu'il nous faut toujours un rythme, qu'il nous faut un rythme pour vivre. Et je pense que ce livre, comme les autres livres de Oliver Sacks, c'est très, finalement, à la fin, très joyeux, et malgré beaucoup de cas de malades. Un autre livre d'un jeune auteur haïtien, Mackenzie Orsel, Les Immortels. Il vient de publier un autre livre. J'ai oublié le titre. Est-ce que oui. L'ombre animale. Oui, l'ombre. Et lui, je pense qu'il est. C'est l'histoire de donc Immortel de ZLES, donc des prostituées qui sont morts suite au tremblement de terre, donc à Haïti. Mais en fait, c'est la voix de femme. C'est la voix de femme, mais c'est la voix de l'homme, parce que c'est une de ces prostituées qui demande à l'écrivain qui vient la visiter de d'écrire sur sa vie, sur la vie avec sa vie et sa fille et les autres femmes. Et donc c'est aussi justement cette histoire des femmes sans voix qu'on met. Et les voix sont là, et je trouve que lui, il est un des assez rares écrivains qui peut mettre la voix des femmes, parce que ce qui est assez rare quand même, chez les écrivains hommes, disons. Non, aussi désolée. Ce que fait très bien aussi Lionel Trouillot, par exemple, puisqu'on parle des écrivains ici. Et bon, alors sinon, l'écoute de Peter Zanti, et ce livre, je relisais en fait, surtout justement quand je faisais de la poésie, et puis aussi il parle beaucoup de la question d'adaptation dans la musique, et il y a un côté justement parallèle avec la traduction. Donc, et je pense que je ne trouve pas. Mais il y a en fait il est bien quand il parle de l'arrangement musical,
que ce qu'il faut entendre, c'est l'écoute de ces arrangeurs qui ont entendu cette musique qu'ils ont arrangée. Donc c'est un peu comme donc quand on fait la traduction, on lit la lecture de ce traducteur. Et donc en fait on entend double. Et on entend entendre. En fait il y a quelque chose comme ça et qui est très, enfin, si donc vous vous intéressez aussi à la traduction, non seulement de la musique, c'est vraiment très évocateur de plein d'idées. Et bon, à la fin, c'était la, enfin, c'est en japonais, mais c'est la voix de Marrakech de Délias Canetti. Voilà. Merci. Je voulais aussi dire quelques mots de vos précédents livres, oui, puisque vous en avez parlé un petit peu. Donc le précédent qui était paru chez POL, dont vous avez parlé tout à l'heure, donc qui est Ce n'est pas un hasard. Donc celui-là, il est paru en 2011, et donc c'est la chronique que vous racontez de ce dans quoi vous avez été happé au moment des événements au Japon, donc du tremblement de terre, du tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima, où là vous avez été, il y avait l'inquiétude pour vos proches et puis vous avez été pris par ce besoin absolument irrépressible d'écrire, d'enregistrer, d'énumérer les faits, les paroles entendues, différentes choses, la liste des noms des sinistrés, vous enregistrez ça et on sent vraiment cette urgence et en même temps tout ce qui vient se superposer, les images d'autres catastrophes dont vous avez entendu parler, les réactions, les paroles, vous enregistrez, et puis vous enregistrez aussi de votre position en fait depuis la France, donc entre ces deux cultures, et vous menez toute une réflexion sur les images, sur le langage, et puis sur la question de la temporalité, encore une fois, pour parler d'une catastrophe qui est durable, très durable, quasiment interminable. En fait, je voulais vous poser une question par rapport à ce livre, qui est comment ces événements-là ont influencé sur non seulement ce livre particulier, on sent qu'il était vraiment poussé par une urgence, et puis sur l'ensemble de votre travail. Je pense que, en fait, je ne suis pas la seule auteure japonaise d'avoir eu une sorte de revirement après. Ce n'est pas parce que c'était une grande catastrophe, mais je pense que c'était. Je ne peux pas dire que c'est une catastrophe littéraire. C'est bizarre de dire, mais il y a quelque chose qui suscite dans la littérature, chez les écrivains. Enfin, je n'ai pas le mot pour bien exprimer. Ça ne veut pas dire que certaines catastrophes sont... Disons que ce n'est pas la gravité de la catastrophe qui décide pour qu'un écrivain change de sujet ou bien de découvre ou bien sont aussi obligés de devenir un autre. Et je pense que c'est la nature, enfin ce n'est pas l'ampleur, mais c'est la nature de catastrophe qui fait que justement il y a la question de temporalité. Et la temporalité, pour moi, il est un des thèmes mais vraiment essentiels de la littérature, mais qui peut être à la fois vraiment libérateur et qui peut être parce que justement la modification du temps pour à la fois nous sauver ou bien pour nous sombrer en fait dans l'abîme aussi. Donc il y a ce côté-là, on était face, je pense que c'était assez hallucinant de voir combien d'écrivains étaient obsédés à partir de cette catastrophe, la question de temps. Donc la question de temps était vraiment fréquent dans les romans qui sont apparus à partir de 2011. Et bon, il y a d'autres thèmes aussi, mais je pense que pour moi, il est clair que la question justement de cette archive éphémère, comment on peut... Et ce que vous avez dit, enregistrer et le mot. Et même donc quand j'écris sur les goûts, il est pour moi très littéraire et très
très lié à... Je pense que c'est presque beaucoup plus directement lié à la question suite à ce n'est pas un hasard, et que même l'astringent, pour moi, c'est une sorte de tombeau, donc encore un genre littéraire, parce que c'était bon, le kaki, enfin séché, était une des spécialités de Fukushima et qu'on ne peut plus manger. Enfin, bien sûr, on peut toujours manger le kaki séché d'une autre région, mais pas celui de Fukushima. Donc c'était une sorte de tombeau à kaki de Fukushima. Donc, enfin, toujours. Et je pense que je suis devenue en quelque sorte. Enfin, pas complètement une autre écrivain, mais le thème qui n'était pas très visible sont devenus très très visibles. Donc il y a eu ces 2 livres que vous avez publiés donc, en 2012 chez Argol, donc Manger fantôme et l'astringent. Et Manger fantôme, c'est un petit livre vraiment surprenant, très poétique. Il est sous-titré « Manuel de l'alimentation vaporeuse ». Et vous partez de la constatation au début que tout aliment a 3 qualifications, normalement, une substance, un nom et une provenance. Et que parfois on consomme des nourritures, et c'est pas rare, auxquelles un de ces attributs fait défaut. Donc c'est ce que vous appelez l'alimentation vaporeuse. Donc il y a un inventaire au début qui est très poétique de ces nourritures fantômes, dont on ne connaît pas une des caractéristiques. Donc il y a manger la brume, la fumée, la transparence. Alors vous parlez de la brume de la barbe à papa, de ces fameux gâteaux iraniens qui ont une texture toute douce comme du poil de chaton, de la chantilly, des friandises en Chine qu'on appelle barbe du dragon. On apprend aussi que la soupe japonaise avec des raviolis qui s'appelle wonton, ça veut dire, je ne sais pas si je prononce bien, c'est avaler et nuage. Et puis en même temps, donc, vous explorez le langage associé à la nourriture, les descriptions, certains écarts entre la langue française et japonaise toujours. Ça se nourrit du plaisir et de la part d'imaginaire qu'il y a dans la nourriture. Et puis, donc il y a toute cette dimension poétique et finalement il y a un glissement vers une partie plus inquiétante. Parce qu'au début c'est une sorte de piège. Voilà. Tu veux mettre des friandises, venez goûter des choses, c'est moi manger. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, justement ça, bien sûr je cache des choses au début que tout le monde pouvait savoir après, que enfin, tout aliment a ces 3 attributs. C'est ce que chaque humain, enfin même quelqu'un, justement un migrant qui n'a rien, a une provenance, a un corps et un nom. C'est tout ce qui nous reste à la fin, enfin tout ce qui nous reste, tout ce qu'on ne peut pas enlever. Mais si on commence à enlever le nom, on commence à enlever la provenance, on commence à enlever une partie du corps, là la tragédie commence. Et je pense que, enfin, voilà, je n'ai pas parlé comme ça, mais que, voilà, l'aliment, c'est enfin notre nom de nous. Bien sûr. C'est un très beau livre. Et puis donc il y a l'astringent. Donc vous avez dit quelques mots, mais je vais quand même juste en dire un mot aussi. Donc il est paru en même temps que Manger fantôme, chez Argol aussi. Et donc, vous évoquez la différence de signification entre le mot astringent en français et le mot shibui, c'est ça, en japonais. Donc en français, astringent, c'est plutôt négatif, on en parle souvent à propos de vin, enfin de substances qui a pour propriété de resserrer les tissus, c'est plutôt âpre, comme goût, austère, c'est plutôt des connotations négatives, alors qu'en japonais, le mot shibui a une signification plus étendue, voire complètement antinomique avec la signification française. Et il y a notamment, j'aime beaucoup ce passage sur l'élégance, ce que veut dire ce mot en japonais, sur l'élégance discrète, calme, où vous dites c'est l'inverse du bling bling, quoi. Un homme astringent, c'est un homme distingué, un peu dandy, mais d'une grande discrétion. Et vous expliquez d'où ça vient, d'une forme d'élégance et de couleur utilisée dans la mode masculine. C'est dommage qu'on ne parle pas de ça pour les femmes. Oui, c'est seulement pour les hommes. Bon, comme vous tous, enfin les hommes qui sont ici, mais bon, voilà.
Pas pour les femmes. Vous voyez comment la société japonaise. Je peux pas inventer. Je trouve une femme astringente. Ouais. Et voilà, c'est un livre très subtil, très poétique, donc je vous encourage à découvrir tous ces livres si vous ne les connaissez pas. Alors j'ai juste 2 petites nouveautés. Donc en mars, il y a un livre avec les photos, toujours autour de la bouffe. Mais ce n'est pas le livre des recettes. Ça s'appelle donc Dîner Fantasme. C'est un récit donc autour de dîner en invitant des fantômes. Donc on est toujours autour de fantômes. Mais ça c'est plutôt rigolo. Bon, il y a même des recettes. Ah oui, c'est vrai. Il y avait même des recettes, mais pour inviter les fantômes. Hein, donc, Donc on trouve une évocation dans la revue NZ. Voilà. Et je pense qu'il y avait NZ aussi. Oui. Et puis, donc ça sort en mars. Et puis, en mai sort dans la même collection de chez Argol, donc Fade. Pourquoi et comment. Voilà, donc on dit souvent, c'est Fade, justement, c'est un mot assez banal. Mais que moi, je vais dire que Fade est presque le centre de la gastronomie française, mais le centre cru de la gastronomie française. Et donc, je vais... oui, non, mais parce qu'on disait toujours, ah oui, la cuisine japonaise, c'est fade, et puis bon, voilà. Mais en fait, non. C'est... Et il y a plein de... Enfin, on dit... Et puis aussi, en écrivant ce livre, j'ai découvert plein de choses, des usages qu'on faisait donc avec ce mot au 19e siècle, dans la littérature. Il y a plein de... Par exemple, on dit, il fait fade. Ah oui, moi je suis mais vraiment. Je me sens fade. Et donc, cette fois-ci, c'est mon tour de s'apprendre comment on parlait le français avec fade. Bon, voilà. Donc, c'est 2 livres. Merci beaucoup. Merci. Ryoko, Merci à vous. L'honneur et le plaisir de nous apporter des friandises à déguster aussi. Donc je vous encourage à boire un verre, à faire signer des livres, à les acheter, à les offrir. Merci et à continuer la discussion. Merci.